Salut à tous, c'est Ferry d'Histoire, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, bah voilà, je suis devant vous. On va lancer aujourd'hui la toute nouvelle série sur ma chaîne qui va permettre de partager un peu mon expérience en tant que professeur d'histoire-géographie. Voilà, on va parler un peu de tout et de n'importe quoi, on va partager, débattre sur le métier de professeur. Je voulais faire cette vidéo parce que je me suis dit qu'en fouillant sur internet, il manquait un peu de partage d'expérience de professeur en collège. Alors voilà, c'était l'occasion de pouvoir discuter ensemble. Alors n'hésitez pas, hein, on commente dans la vidéo, bien sûr, commentaires constructifs, ça permettra de débattre et de faire de bons vieux débats à l'ancienne comme on les aime toujours. Petite précision, ça résonne certainement. Le décor est pas encore très joli, mais c'est parce que je suis en plein déménagement. Voilà. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va pas perdre un instant de plus. C'est parti les amis. Générique. Qui es-tu et pourquoi avoir choisi ce métier? Alors, moi je suis Guillaume Jacob, professeur d'histoire-géographie en collège. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce métier? C'est simple, j'ai mon grand-père maternel qui était lui-même professeur d'histoire-géographie qui un jour, alors que je devais avoir 10 ans, a décidé de nous emmener à Tautavel avec ma grand-mère bien sûr. Tautavel c'est quoi? Un site archéologique assez important en France. Nous sommes allés là-bas, j'ai pu fouiller un peu dans le sable, les petites reconstitutions qu'ils avaient mis dans le musée, etc. Et c'est là où j'ai pu avoir mon premier contact avec l'archéologie. Au départ, ça me passionnait vraiment de pouvoir gratter des objets, nettoyer, etc. Je voulais être archéologue, mais arrivant au collège, j'ai pu rencontrer des professeurs d'histoire-géographie qui, eux, étaient vraiment passionnants. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas être comme eux. Surtout que, au fil du temps, j'ai découvert cette envie de pouvoir raconter des histoires, pouvoir partager les histoires, les petites histoires de la grande histoire, c'est comme ça qu'on le dit. Alors voilà, au fil des années, ça s'est précisé dans ma tête et je me suis orienté vers ce métier-là qui est professeur d'histoire. Comment devient-on prof? Pour devenir prof, alors c'est tout simple. Alors je vais d'abord parler de ma trajectoire personnelle. Donc une fois le bac ES en poche, je suis parti pour 2 ans de prépa à l'École nationale des Chartres. C'est quoi cette École nationale des Chartres? C'est une école qui permet d'être conservateur, archiviste, etc. Et pour ça, il faut passer par 2 ans de prépa Chartres. C'est une prépa littéraire qu'on trouve dans trois villes en France. Strasbourg, Toulouse et Paris. Voilà, moi je suis parti à Strasbourg parce que c'est plus proche de la Lorraine, évidemment. Et à Strasbourg, eh bien, on a fait énormément d'histoire. C'est une prépa qui est énormément tournée sur l'histoire, la géographie. Alors, c'est là que j'ai pu découvrir l'histoire moderne, l'histoire médiévale. J'ai pu faire de l'antique. J'ai pu découvrir vraiment toute la palette historique en travaillant de façon approfondie les différents thèmes. Voilà, donc ça, c'était mes 2 années de prépa. Bien sûr, on peut passer aussi par le cursus universitaire simple, qui est la licence d'histoire ou de géographie. Les deux sont dissociés. Alors si il vous est possible de faire les deux en même temps, eh ben, je vous le conseille. Parce que quand on est professeur d'histoire et géographie, c'est bien d'avoir les deux disciplines réunies. Voilà, donc on fait une licence d'histoire ou de géographie, ou les deux en même temps. Et ensuite vient le moment fatidique de choisir son master. Alors, nouveauté créée par le gouvernement Hollande, sans revenir dessus, le master MEF. Le master MEF qui est le master des métiers de l'enseignement et de l'éducation, de la formation, etc. Voilà. Le master MEF, c'est un master professionnalisant qui va inclure des semaines de stage, d'observation, etc. et qui va vraiment permettre d'entrer dans la pratique de professeur. Alors, il y aura de 6 à 7 semaines d'observation auprès d'un tuteur devant des classes durant la première année.
Voilà. Après, à côté de ça, en même temps, on prépare le fameux CAPES, le concours qui permet de devenir professeur, et ce, peu importe la discipline. Deuxième année du master. On a réussi le concours, tant mieux, puisque on passe notre deuxième année qui mélange recherche et la pratique en tant que stagiaire du métier de professeur d'histoire-géographie, c'est-à-dire qu'on a nos propres classes devant nous à mi-temps. On est payé, alors on est fonctionnaire stagiaire, on est payé plein temps, mais on travaille à mi-temps. Donc pour un prof d'histoire-géographie, c'est 9 heures. Le reste du temps, il est consacré à la formation à l'ESP, donc c'est anciennement IEFM, c'est ce qui a été repris pour peaufiner notre formation dans l'enseignement. Deuxième option, vous avez raté le concours, c'est pas bien grave, ne vous en faites pas, on vous criera pas dessus. Vous avez l'occasion de le repasser au bout de cette deuxième année de master et ensuite avoir votre master avec le travail de recherche, etc. et passer en DU l'année suivante en diplôme universitaire pour poursuivre la formation, etc. Donc ne vous inquiétez pas, si vous le ratez la première année, vous avez toujours moyen de vous y retourner. Pour résumer, licence, classe préparatoire pour ceux qui voudraient un peu plus de défis, Master MEF, CAPES, vous êtes prof. Si vous voulez aller encore plus loin, vous avez la possibilité de passer l'agrégation qui demande un niveau d'exigence un peu plus élevé puisqu'ensuite, une fois qu'on est agrégé, on a moins d'heures devant les élèves en présentiel et on est mieux payé. Donc forcément, en contrepartie, il faut bien travailler un peu les amis. La discipline est-elle si importante ? La discipline est-elle si importante ? C'est une excellente question, puisque évidemment que c'est important. Il faut toujours se tenir informé des évolutions des recherches scientifiques, de l'historiographie, de l'épistémologie, de l'évolution des recherches, des différents thèmes qu'on a traités. Évidemment, il faut que la discipline nous intéresse, sinon ça risque d'être plus compliqué à la transmettre auprès des élèves. L'histoire, si vous n'aimez ni l'histoire, ni la géographie, ni même l'éducation morale et civique, vous ne lancez pas là-dedans, ce serait à vos risques et périls. Surtout qu'il faut se tenir informé. C'est quelque chose, il ne faut pas oublier de lire. C'est pas parce qu'on passe derrière le bureau qu'on s'arrête d'étudier. Au contraire, on continue à apprendre tout le temps. Des conseils pour la gestion de classe ? La gestion de classe, c'est quelque chose qui peut faire peur à beaucoup de gens. Mais il ne faut pas. Alors, bien évidemment, nous sommes devant une classe, devant 35 élèves. Alors, entre 25 et 35 selon les départements, les classes, etc. Mais ça reste un nombre assez conséquent de préadolescents, adolescents. Alors, au collège, c'est des préadolescents. Déjà même des jeunes adultes au lycée. Donc, bien sûr, ils ont chacun leur histoire, leur personnalité différente. Il faut faire preuve d'autorité. Et attention, je parle d'autorité et pas d'autoritarisme. C'est quoi la différence pour moi primordiale ? C'est qu'il y en a un qui sait faire preuve de bienveillance quand il y a besoin. Les élèves ont des histoires extrascolaires, il ne faut pas les oublier. Et il faut être parfois bienveillant avec eux, être à leur écoute parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à nous apprendre. Alors que l'autoritarisme, c'est la sévérité. Et je ne pense pas qu'être sévère envers des élèves va permettre de réussir à avancer dans le métier et permettre d'installer une bonne gestion de classe en tout cas. Après, on doit être à l'écoute des élèves évidemment, mais notre métier n'est pas assistante sociale. On n'est pas là pour régler leurs problèmes, on est là pour les écouter, pour essayer de les guider vers les bonnes personnes à les voir. On fait toujours attention à ce qu'ils soient le mieux possible dans la classe, évidemment. C'est important qu'ils puissent se sentir bien pour pouvoir apprendre, progresser, s'améliorer, parce que c'est notre but au final. Il faut savoir aussi que chaque année, il y a des nouvelles têtes qui arrivent, donc il faut savoir s'adapter. Un professeur doit pouvoir s'adapter à son public tous les ans ça change. Il ne faut pas croire que d'une année sur l'autre ça va être la même chose. Il peut se passer différents événements, il peut se passer plein de choses. Et des fois ça nous tombe dessus, on ne sait même pas pourquoi, comment le régler, etc. Mais c'est là, c'est présent, donc il faut savoir s'adapter au public que l'on a en face. C'est très important. Quelle est la charge de travail pour un prof ? La charge de travail, la fameuse question. Si vous pensez que vous pouvez
vous la coulez douce en étant prof, que vous allez avoir plein de vacances. Bien sûr, ça c'est un stéréotype qu'il faut vite effacer de votre tête, parce que même si on a des vacances, effectivement, ces vacances sont consacrées aussi au travail personnel, parce qu'on a 18 heures en classe pour un élève, tout à fait, mais on a également à côté de ça des heures de travail pour préparer ne serait-ce qu'une heure de classe. À titre personnel, par exemple, pour préparer une heure de classe, je mets jusqu'à 4 heures de travail avant, le temps de faire les recherches, de trouver les activités, de savoir comment transmettre finalement la notion à transmettre. Donc ça c'est pour une classe. Donc maintenant on répartit ça, alors oui c'est dans le même niveau etc. Mais très vite on peut arriver à une vingtaine voire même plus d'heures travaillées à côté des heures de classe. Sans compter le travail administratif, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a des évaluations à corriger, des contrôles qui sont à corriger, alors elles peuvent être minimes mais aussi très importantes. Il faut aussi participer aux conseils d'administration, les conseils pédagogiques, les conseils de discipline, etc. Des conseils qui peuvent être d'une heure voire même plus, jusqu'à 2 heures. Le remplissage des bulletins, évidemment les conseils de classe à la fin de chaque trimestre et qui peuvent prendre un certain temps. Donc ça aussi, c'est pas compté dans les heures en présence devant les élèves, mais c'est du travail qu'on a apporté en plus et qu'on fait naturellement. Et je voudrais aussi rajouter le fait que devant les élèves, nous sommes des acteurs, des comédiens. Donc là aussi, même pendant l'heure de classe, c'est un travail qui est physique, qui est psychologique. On doit se mettre en scène continuellement pour apporter les connaissances que l'on veut, pour subvenir aux besoins des élèves. Voilà, donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et qui demande un certain investissement, un bel investissement à donner aux élèves. Pour résumer un peu tout ça, les principales qualités que je donnerais pour ce corps de métier qui est enseignant, il faut de la patience, beaucoup de patience, il faut de la bienveillance, il faut de l'autorité, il faut du travail, beaucoup de travail. Il faut être à l'écoute des autres, le travail en équipe, parce que c'est important quand on est enseignant de travailler avec ses élèves évidemment, mais de travailler aussi avec les partenaires dans l'équipe pédagogique, ses collègues d'autres disciplines. Il faut aussi travailler avec l'administration, les principaux par exemple de collège, l'infirmière, toute l'équipe pédagogique autour de la classe, autour d'un élève. Évidemment, ne pas avoir peur des parents, puisque les parents doivent aussi être là et on doit aussi pouvoir les écouter, les renseigner. Voilà. Donc, voilà pour dire à peu près les qualités qu'il faudrait pour ce métier. Une petite conclusion ? Pour conclure, je dirais que c'est un métier qui est assez extraordinaire de mon point de vue. Voilà, qui demande beaucoup d'investissement. Pour moi, je peux dire que c'est une véritable vocation parce qu'on est là devant des élèves, des préadolescents, des adolescents qui se construisent, qui sont en pleine construction. On les voit se construire et on participe à cette construction. Ils peuvent être rebelles, ils peuvent être gentils, ils peuvent être tout ce que vous voulez, mais c'est eux qui nous apprennent énormément. Alors on a l'impression que c'est nous qui donnons des leçons de vie, qui leur donnons des leçons de vie, mais au final on se rend compte bien vite que c'est eux qui nous apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup et on peut vivre des choses assez extraordinaires. Alors oui, c'est un métier qui est difficile, il ne faut pas croire que c'est simple d'être professeur. C'est un métier qui est difficile, comme il y en a beaucoup d'autres parmi tous les corps de métier qui existent sur cette planète, évidemment, mais c'est un métier qui est difficile, qui demande de l'engagement, de l'investissement et on vit des véritables aventures quand on est passionné par ce que l'on fait et quand on cherche à donner ce que l'on veut. Voilà les amis, c'est tout pour cette première vidéo de la série Un jour un prof. Je me suis présenté dans cette vidéo. Dans les suivantes, je vais essayer on parlera d'autres thèmes. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé ce type de vidéo, on continue, on poursuit, on va de l'avant. Et je vous dis, laissez un petit like. N'hésitez pas à partager, à commenter, à aimer et surtout abonnez-vous.
Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée, une excellente matinée, peu importe quand vous regardez la vidéo. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour un nouveau jour d'histoire. Tchuss les amis, bye.